Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, vers l'adoption d'un nouveau code pénal au Togo. 1205 articles ont été ajoutés aux dispositions spéciales de la loi qui fera l'objet de 3 jours d'études. Le ministre ougandais Crépus Kiyonga à Bujumbura en vue de relancer le dialogue inter-burundais. Que peut-on attendre de ces nouvelles discussions? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis l'Inde et l'Afrique passent à la vitesse supérieure. Les deux parties se sont engagées lors du sommet de New Delhi à renforcer la coopération sur le plan économique et diplomatique. Mais avant de développer ces titres, ça y est, les résultats de la présidentielle du 25 octobre sont désormais connus. En Tanzanie, la commission électorale annonce la victoire du candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, avec 58,46% des voix. De son côté, le candidat de l'opposition, Edward Lowassa, s'est auto-proclamé vainqueur avec 57% des suffrages. Des forces anti-émeutes ont pris position dans plusieurs quartiers de Dar es Salaam pour prévenir d'éventuelles violences. Au Togo, l'ancien code pénal est jugé désuet. Aussi, les députés ont décidé d'en adopter un autre. Il devrait tenir compte des nouvelles formes d'infraction et de criminalité, notamment en ce qui concerne les actes de torture. Explication avec Deogracias Podo. Les parlementaires togolais devraient adopter au plus tard vendredi 30 octobre 2015 un nouveau code pénal. Plus de 1200 nouveaux articles ont été ajoutés aux dispositions spéciales de ce projet de loi qui a été étudié durant près de 4 mois par une commission spéciale du Parlement. Selon les analystes, l'actuel code pénal contient de nombreuses carences relatives à l'absence de définition de certaines infractions. Les attentes par rapport à ce nouveau code, c'est que toutes les questions de torture qui ont circulé au Togo aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous en tant que défenseurs de l'homme, c'est que cette disposition qui criminalise la torture soit prise en compte vraiment dans le nouveau code pénal. Il y a d'autres actions. Aujourd'hui, la criminalité est grandissante dans le pays et il faut quand même avoir des dispositions claires pour pouvoir punir certains actes de criminalité dans le pays. Ce sont les enjeux aujourd'hui de ce code et ce sont les attentes des défenseurs de l'homme que nous sommes et nous suivons cela de près. Le Togo est signataire de nombreuses conventions internationales, notamment en ce qui concerne la garantie et la protection des droits humains. Pour les acteurs intervenant dans ce domaine, les objectifs principaux seront par exemple de disposer de peines alternatives pour les délits mineurs afin de permettre de désengorger les prisons du pays, de prévoir des dispositions précises contre la cybercriminalité, les crimes économiques, environnementaux et surtout de criminaliser les actes de torture. Au niveau du comité contre la torture des Nations Unies, on avait déjà demandé à l'État togolais d'adopter, de réviser ce code-là. Ils avaient dit qu'ils allaient le faire dans l'immédiat. L'immédiat, on est 3 ans plus tard. Nous disons, on ne va pas adopter le nouveau code pénal encore 2 ans avant d'avoir le code de procédure pénale. Juste après l'adoption de ce code pénal-là, il y a le code de procédure en même temps pour que nous puissions quand même avoir des dispositions pratiques. Tous les gens peuvent commettre des actes de torture, mais qui ne peuvent pas être punis parce qu'il n'y a pas de disposition pénale. C'est vraiment difficile dans un pays comme le Togo. En mars 2014, le gouvernement togolais avait adopté ce projet de loi destiné à renforcer la cohérence du droit pénal et à moderniser le texte actuel vieux de 35 ans. Les attentes des défenseurs des droits de l'homme et d'autres acteurs de la société civile togolaise sont nombreuses. Une fois le code pénal validé, l'autre enjeu sera celui du document de procédure pénale, une étape également très attendue. Après la victoire, place à l'action. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est exprimé à la télévision nationale ce mercredi, l'occasion de dévoiler les grandes lignes de ses ambitions. D'emblée, l'idée d'un gouvernement d'union a été écartée et la priorité a été donnée à la réconciliation. Le chef de l'État mise pour cela sur la justice et la prospérité. Crépus Kiyonga à Bujumbura en vue de relancer le dialogue inter-burundais. Le ministre ougandais de la Défense prend ainsi le relais de son président Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Lizelsi Akizimana. Vers une relance du dialogue au Burundi. Le ministre ougandais de la Défense, mandaté par le médiateur de la crise burundaise, le président Yoweri Museveni, est arrivé mercredi 28 octobre 2015 à Bujumbura pour relancer le dialogue inter-burundais. Accompagné par le secrétaire général de la communauté est-africaine, Richard Sezibera, Crépus Kiyonga espère redémarrer les négociations suspendues depuis le mois de juillet 2015. Ce qu'on nous a dit, c'est que le ministre ougandais se disait qu'il allait poursuivre donc la mission qu'il avait commencée. Mais les choses ont changé parce que
quand il était venu, il n'y avait pas encore de gouvernement démocratiquement élu. Les institutions démocratiquement élues donc étaient à leur fin. Nous pensons donc qu'il faudrait revoir donc la copie et pour essayer donc d'orienter peut-être donc la méthodologie ou même la mission autrement. Le CNDD-FDD n'envisage pas en effet de dialoguer avec les opposants du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit. Lors de son communiqué de ce mercredi 28 octobre 2015, le parti au pouvoir s'indigne face à ce qu'il qualifie d'atteinte à sa souveraineté. Le parti du président Pierre Nkurunziza accuse la Belgique de soutenir le Sénarède et critique par la même occasion le Conseil national de sécurité de l'Union africaine d'envisager d'imposer des sanctions contre les autorités burundaises. Les partis d'opposition redoutent quant à eux qu'aucune issue à la crise ne soit trouvée. Le Burundi arrive à un stade où, si rien n'est fait, si l'entêtement qui a caractérisé Pierre Nkurunziza continue à l'être, malgré la situation précaire au niveau sécuritaire, au niveau politique et au niveau même économique, eh bien le Burundi s'enfonce irrémédiablement. On risque même d'aller tout droit à la guerre civile. La crise sociopolitique que traverse le Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Burundi s'est tenue ce mercredi 28 octobre 2015 à New York, aux États-Unis. Les 15 membres du Conseil de sécurité onusien ont déploré la dégradation de la sécurité ainsi que la violation des droits de l'homme dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, l'ONU encourage l'Union africaine à appliquer les sanctions annoncées le 17 octobre 2015 et appelle à la reprise du dialogue inclusif entre tous les acteurs burundais. Les relations entre l'Inde et l'Afrique sont au beau fixe. Le sommet de New Delhi en est la preuve. La clôture de l'événement ce jeudi a en effet été marquée par la promesse du gouvernement indien d'une aide de 500 millions d'euros au continent. Alioune Guindo, commentaire de Anne-Marie Diaz-Borges. Le sommet Inde-Afrique qui se tenait à New Delhi depuis le lundi 26 octobre 2015 se termine ce jeudi 29 octobre 2015. Un dernier jour de sommet marqué par une annonce importante faite par le Premier ministre indien Narendra Modi. L'Inde accordera une aide d'une valeur de 500 millions d'euros à l'Afrique au cours des 5 prochaines années, de quoi entretenir la solidarité indienne dans le cadre, entre autres secteurs, de la technologie agroalimentaire en Afrique. Pour un avenir meilleur, la science est un outil d'union des peuples qui cherchent à progresser. Elle va permettre de développer le secteur agricole africain qui produit 60% des richesses mondiales, mais qui n'en reçoit que 10% des retombées globales. Lors de cette 3e édition du sommet Inde-Afrique, il a également été question de l'avenir. Le Premier ministre indien est notamment revenu sur l'importance de la jeunesse et de la formation professionnelle. Narendra Modi a dans ce sens promis d'attribuer 50 000 bourses d'accueil dans les universités indiennes à des étudiants africains. Nous avons formé un partenariat basé sur la prospérité. Nous tenons ensemble pour la paix et contre la faim et la maladie. Et le plus grand trésor qui nous unit reste notre jeunesse. Le sommet de New Delhi se clôture ce 29 octobre 2015 avec la présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains. Ce sommet se veut le lieu de renforcement de la coopération Sud-Sud avec pour support la relation entre l'Inde et l'Afrique. L'université de Kinshasa, autrefois lieu de référence de l'enseignement universitaire en Afrique, a perdu de sa superbe. Elle est aujourd'hui marquée par un sureffectif qui entache sa réputation. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Jadis appelée Université Lovanium, l'université de Kinshasa est la plus ancienne de la République démocratique du Congo. Créée en 1954 pour accueillir 5 000 étudiants, l'UNIKIN en compte en séjour environ 26 000. Un effectif qui ne permet plus aux étudiants de suivre les cours dans de bonnes conditions. L'université de Kinshasa a été construite pour une capacité de 5 000 étudiants et nous avons connu beaucoup, disons, des situations de guerre dans notre pays. Et ceux qui étaient à l'intérieur, ils sont venus à la capitale pour suivre leurs études. C'est ainsi que la capacité de 5 000, nous avons la massification des étudiants dans nos auditoires, n'est-ce pas? Donc on fait un effort
pour arriver à résoudre cette question. Avec ses 12 facultés, dont celle de médecine qui compte un centre hospitalier dénommé les cliniques universitaires de Kinshasa, l'université de Kinshasa était dans les années 50 et 70 la plus prestigieuse d'Afrique centrale. Plus de 60 ans après sa création, l'UNIKIN ne se retrouve pas sur la liste des 150 meilleures universités africaines. Nous sommes un pays post-conflit et que nous avons beaucoup de choses à relever et je pense que c'est un domaine important que nous devons revoir notre système d'éducation. On va faire des états généraux de l'enseignement pour qu'on reprenne cette excellence bien avant et que je pense d'ici 2030, vous allez parler de l'université de Kinshasa. Avec 890 professeurs, 1200 chefs de travaux et assistants, 2000 personnels administratifs, l'UNIKIN reste la plus grande institution universitaire du pays. La construction de nouveaux bâtiments pouvant faire face au flux des étudiants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement sont recommandés afin que l'université de Kinshasa retrouve sa place parmi les plus prestigieuses du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.